Retour en plateau pour la deuxième partie de notre émission. Vous le savez, nous traversons la dernière ligne droite du mois de mars et c'est une période sensible pour toutes les associations et fondations qui ne se sont pas encore conformées aux dispositions de la nouvelle loi associative en République du Bénin. Quels sont les changements opérés dans le secteur associatif béninois et en quoi les exigences de cette nouvelle loi transforment-elles une association amateur en une entité réellement professionnelle au service du développement? Pour en parler, nous recevons Alexandre Alavok-Perou. Il est expert en management et leadership. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. La loi associative 1901 sera bientôt complètement conjuguée au passé, plus de 6 mois après la promulgation de la loi 2025-19. Comment analysez-vous la rupture définitive avec le régime colonial français et bien évidemment en termes de vie associative? Merci, monsieur le journaliste. Je pense que avant d'aborder cela, permettez-moi de souhaiter bonne fête à tous les chrétiens qui aujourd'hui fêtent l'entrée triomphale de Jésus, c'est-à-dire la fête de Rameau. Je souhaite bonne fête à tous les chrétiens et pour cette mobilisation. Maintenant, j'aborde votre question en disant que la loi 1901, il était temps de marquer la rupture. Il était temps de marquer la rupture. Vous imaginez que c'est 1901, ça fait des décennies, plusieurs décennies, et c'est un héritage colonial. Et vous savez, lorsque un pays prend la mesure, fait véritablement le scannage de tout ce que les organisations à divers niveaux apportent au développement et projette l'avenir de cette nation, il était très important qu'à la hauteur de l'ambition du pays, qu'on fasse la revue des textes de loi qui encadrent toutes sortes de structures pour pouvoir relancer ou atteindre les objectifs du pays. Donc, en réalité, lorsqu'on planifie l'avenir d'une nation, on fait la revue totalement de ces textes de loi pour voir si les textes de loi répondent, la manière, la charpente les implications de cette loi répondent réellement aux ambitions, oui. à ce qu'on a fixé. Donc, la rupture qui a été opérée, oui, cette rupture-là permet au fait au Bénin d'asseoir véritablement sa souveraineté de contrôle associatif et de maîtrise véritablement de comment des sources de financement, de comment chaque association respecte ce qu'on appelle son contrat, respecte son cahier de charge, et ce pourquoi on l'a autorisé, comment il le fait, est-ce que cela se fait pour le service, pour le bien-être de la population, puisque l'État étant le garant du bien-être de chaque population. Si quelqu'un se met en association pour aider, appuyer l'État dans son ambition d'amener, je dirais, le Bénin vers un monde de splendeur comme on l'a adopté au Bénin, il était important qu'on voit si chaque association, chaque organisation s'inscrit dans ce sens et conduira notre politique, son association dans le but d'atteindre cette vision, oui, de notre pays. Quand vous parlez du rôle cardinal de l'État, est-ce selon vous une simple mise à jour administrative ou une réelle volonté de reprendre en main la gouvernance du secteur? Non, je ne dirais pas reprendre en main la gouvernance du secteur. La gouvernance du secteur était dans les mains déjà. Mais la loi qui existait ne donnait pas plus d'obligations de reddition de comptes, de redevabilité à ces associations de rendre compte pour qu'on soit en mesure de s'assurer de comment ces organisations fonctionnent. Est-ce que le contrat qu'ils se sont donné eux-mêmes en tant qu'association, que ce soit culturelle, professionnelle, artisanale, religieuse, ONG, dans le pays, ou toute autre association, puisque c'est un contrat entre des personnes, est-ce que ce sur quoi eux-mêmes se sont entendus, est-ce qu'ils le respectent? Est-ce qu'il y a une bonne gouvernance? Est-ce que, véritablement, les objectifs qui se sont fixés en demandant à l'État, autorisez-nous à faire telle activité, est-ce que ceux-là arrivent à atteindre ces objectifs? C'est ça, en fait,
Donc l'État, en réalité, met un peu de l'ordre pour savoir vérifier et limiter les risques inutiles de conflits, des risques inutiles de détournement de fonds, des risques inutiles de financement occulte ou de blanchiment et qui puissent déstabiliser ou qui puissent empêcher notre pays d'être crédible au plan international. Donc en réalité, c'est un enjeu non seulement de souveraineté, mais aussi de sécurité pour les citoyens. Oui. Mais au-delà du contrôle étatique, en quoi les exigences de cette nouvelle loi transforment-elles une association amateur en une entité réellement professionnelle, surtout au service du développement? Vous voyez, vous avez dit au service du développement. Vous savez, quand vous mettez en association, je vous ai dit que c'est pour un but. Oui. Vous avez un objet. Vous vous êtes mis ensemble. Lorsque vous vous mettez ensemble, vous avez donné une dénomination, vous vous êtes fixé des objectifs, vous vous êtes donné des organes de gestion, des organes dirigeants de cette organisation. Et vous vous êtes dit que vous allez atteindre ce but. Et donc, lorsque vous vous êtes donné ce but et que l'État vous donne cette autorisation, l'État maintenant, à travers cette loi, vous enregistre sur le registre électronique. Et donc, vous êtes reconnu en tant qu'organisation officiellement qui agit dans tel secteur d'activité, soit culturelle, santé, sociale ou religieuse, ou d'autres formes, ou bien recherche, on ne sait pas. Mais lorsque vous choisissez votre domaine, on va vous catégoriser. On va voir si véritablement, en votre sein, la gouvernance que vous avez mis en place permet d'atteindre ce but. Et donc, c'est pour dire que, à travers cette loi, à travers ce décret d'application, les dirigeants sont appelés à être plus professionnels dans la gestion des biens communs. Parce que vous voyez, en association, les décisions sont prises collectivement dans le but de satisfaire l'intérêt général. Les décisions ne sont pas prises de façon individuelle ou bien l'association et les associations étaient prises comme une propriété privée. Ce n'est pas une propriété privée. Dès l'instant où vous avez eu l'idée, vous avez associé une ou deux personnes, ce n'est plus privé. Ça devient une idée que plusieurs personnes portent pour pouvoir satisfaire un besoin de la communauté. Donc vous voyez, il est impérieux que ceux qui dirigent cette organisation respectent les règles de gestion élémentaires. Et c'est pour ça qu'on demande à ce que ces organisations, vous avez dit que vous devez tenir assemblée générale. Vous devez prendre les décisions de telle façon. Vous allez avoir un commissaire aux comptes. Mais vous ne tenez jamais une assemblée générale. Aujourd'hui, la loi vous oblige à ce que les instants que vous avez mis en place, vous les respectez. Vous déposez le rapport d'activité, vous déposez le rapport financier et que tout ce que vous faites au niveau de cette organisation doit être documenté. Il doit y avoir de traçabilité. Vous recevez un don. Vous savez que chaque organisation devrait avoir un registre de donateurs. Et donc, vous voyez par exemple de façon professionnelle, ce registre de donateurs doit être coté et paraphé par le tribunal. Vous devez en réalité mettre ces dons dedans. Le responsable de l'association va mettre ses dons dedans. Et donc, à chaque année, quand il va rendre compte en assemblée générale, il doit pouvoir mettre ce rapport financier et ce rapport d'activité, il doit le mettre sur la plateforme pour que l'État sache comment les fonds sont utilisés. Donc, en réalité, ça implique directement une professionnalisation de nos organisations. C'est ça. Et donc, les organisations ne seront plus fictives du moins, mais ce seront des organisations qui ont un siège physique parce que ça fait partie des obligations. Vous devez avoir un siège physique identifiable. Vous ne pouvez plus avoir une organisation dans la poche. L'organisation doit exister, doit fonctionner et doit déposer ses rapports. Donc cela voudrait dire que les dirigeants de ces organisations sont appelés à être professionnels dans leur gestion. Sinon, lorsqu'ils reçoivent cette attestation de mise en conformité, cela implique directement à ce que certaines obligations soient respectées, c'est-à-dire la redevabilité, le respect des clauses de statut et règlements que eux-mêmes se sont donnés. Le respect devient obligatoire, ce n'est plus facultatif. Je peux convoquer l'Assemblée générale, je suis président à vie, vous êtes là, vous n'organisez pas, les instants ne sont pas renouvelés. Ce n'est plus possible aujourd'hui. Vous avez l'obligation d'organiser ces instances pour qu'on sache qui
On peut faire le renouvellement ou pas. Lorsque on vous donne toujours la confiance, vous allez faire le renouvellement et l'introduit au ministère de l'Intérieur. Ouais. Monsieur Alessandro, vous êtes expert en management et leadership. Nous sommes à l'aube de l'échéance fixée à avril 2026 par le gouvernement. Selon vous, ou selon vos observations, est-ce que les associations mesurent vraiment l'enjeu de la situation tel que vous le présentez? Je pense que depuis quelques semaines, j'ai constaté que les organisations ont pris véritablement la mesure de la situation. Depuis quelques semaines. Depuis quelques semaines, parce que donc c'était... pratiquement les derniers jours. Oui, parce que c'était dormant. Mais je vous assure que le nombre de sollicitations, d'appels en termes de conseils, en termes d'appui, conseils, en termes d'orientation, que nous avons reçus dénote de la prise de responsabilité, de conscience de ces organisations. Et c'est ces dernières semaines et pour pouvoir faire la mise en conformité. Et donc, je pense que l'urgence, ils ont pris la mesure de cette urgence aujourd'hui et chaque organisation s'organise à tous les niveaux pour faire la mise en conformité. Et je ne suis pas véritablement mieux placé parce que c'est le ministère de l'Intérieur qui peut vous dire le flux de cette demande sur la plateforme. Moi, je ne suis pas mieux placé. Je ne suis qu'un expert en termes d'organisation et qui puisse apporter mon expertise à ces organisations pour répondre aux exigences réglementaires législatives. Donc, lorsque, en tant qu'observateur, je peux vous dire que les organisations se bousculent. Et ça se bouscule au sein des organisations pour la mise à jour. Vous voyez, et que ces organisations aujourd'hui se demandent comment ils vont faire. La difficulté que j'observe souvent, c'est que les organisations ont eu beaucoup de conflits en leur sein et il y a eu des séparations entre ceux qui dirigent aujourd'hui et les membres fondateurs. Vous voyez, aujourd'hui, les dirigeants actuels, la loi exige, la mise en conformité leur exige d'amener les pièces. Vous voyez, le casier judiciaire et le CIP des membres fondateurs de l'organisation. Oui. Vous voyez, donc cela les oblige à s'entendre avec ces membres fondateurs. S'ils n'arrivent pas à s'entendre. Vivants, s'ils n'arrivent pas à s'entendre, cela voudrait dire que quelque chose ne va pas. C'est ça les implications. Les membres, nul ne peut être membre d'une association aujourd'hui s'il ne jouit pas des droits civiques et moraux. Cela change déjà quelque chose qu'en termes d'adhésion dans nos associations, on doit pouvoir s'assurer que la personne son casier judiciaire est vierge. On ne peut plus admettre quelqu'un dans une organisation ou bien la personne va se cacher dans une organisation aujourd'hui alors qu'il y a des problèmes avec la justice. Vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, toutes les organisations qui veulent faire la mise en conformité doivent s'assurer que tous les membres, les gens m'appellent pour dire que est-ce que c'est tous les membres fondateurs? Mais c'est tous les membres fondateurs vivants. C'est ça que la loi, le texte dit. Il me demande si c'est tous les dirigeants. C'est tous les dirigeants, sans exception. Tous les adhérents, dès l'instant où la personne est membre de l'organisation, puisqu'il a participé à l'AG. Ça veut dire que l'AG étant un organe à part entière de l'organisation, cela voudrait dire que ceux-là, en tant que membres actifs, ayant un droit de vote, ayant un droit d'opiner, et ces décisions sont appliquées dans l'organisation, ils doivent fournir ces pièces pour qu'on fasse la mise en conformité. Donc c'est ces genres de difficultés, ces genres de préoccupations que les gens, je passe par votre micro pour dire que il n'y a pas d'exception sur les pièces, les casiers judiciaires et le CIP des membres de l'association, que ce soit les membres fondateurs, les adhérents et les dirigeants actuels, ils doivent absolument fournir leurs pièces. Et puis, les gens me demandent s'ils ont l'obligation de tenir une assemblée générale. Mais comment vous avez des tests avant, vous avez été autorisé avant. Il y a des gens qui ont eu le récépissé de création de la préfecture, du ministère, depuis des années. Ils n'ont jamais fait la mise, ils n'ont jamais fait des élections. Mais aujourd'hui, on demande la mise en conformité. Ils doivent aller chercher le PV de création. Ils doivent aller chercher le récépissé de création. Ils doivent chercher le test et actualiser ces tests conformément à la nouvelle loi. C'est-à-dire qu'ils doivent intégrer les 14 mentions obligatoires dans leur test et passer en assemblée générale modificative ou bien une assemblée générale de mise en conformité
et soumettent ces tests à leurs membres. C'est ce test-là adopté en Assemblée générale comment on appelle, modificative, avec les pièces que l'État a demandé, qu'il faut faire la mise en conformité, aller sur la plateforme pour faire la mise en conformité. Vous voyez que ceux qui n'ont pas encore commencé cette démarche risquent d'être surpris par le délai. Vous voyez, donc il y a de préalables. Il ne sert à rien de traficoter ou bien de faire du bricolage puisque vous risquez d'être épinglé. Donc c'est très important que les acteurs prennent conscience que l'Assemblée générale modificative ou bien de mise en conformité réunit les membres pour en discuter et valider les nouveaux tests avant de l'introduire, c'est capital, et de le faire paraffer et signer par le présidium ou bien ceux qui ont conduit cette séance modificative et soumettre la liste de présidents de cette Assemblée générale modificative. C'est capital, c'est ça qui donne beaucoup plus de sérénité. Hein? C'est pourquoi je dis que ceux qui ont ces associations doivent se faire accompagner, doivent se faire coacher pour pouvoir monter un dossier qui réduit véritablement le risque de rejet, le risque d'aller-retour, parce que c'est une mise en conformité. Il faut véritablement montrer plus de sérénité dans le montage des pièces, plus de sérénité dans ce que l'on fait. Et attention, je voudrais aussi attirer l'attention sur les tentations de traficoter des pièces, de faire des signatures, des fraudes et qui existaient avant pour qu'on dise aux gens faites vos signatures, on va introduire. Je vous le conseille de ne pas le faire. Ce n'est pas nécessaire. Il est important que ceux qui signent doivent être véritablement les acteurs qui ont signé. Il ne faut pas falsifier la signature de qui que ce soit. Il ne faut pas fournir des fausses pièces. Il faut fournir des pièces authentiques. Parce que vous pouvez être puni jusqu'à 10 ans à 20 ans de réclusion criminelle lorsque vous faites usage de faux papiers introduits pour dire l'État. Pour surtout le responsable légal qui introduit ces pièces, puisque une personne ne veut pas introduire pour vous. C'est le représentant légal de l'association qui introduit. Donc, il ne sert à rien de mentir en ligne ou bien d'introduire des faux papiers. Ça risque de retourner contre vous. Moi, en tant qu'un expert, je vous déconseille véritablement de cela. À défaut, si vous n'avez pas les possibilités de faire la mise à jour, attendez carrément la fin du délai et faites une nouvelle création. C'est tout. Sinon, faites une nouvelle création est mieux que fournir des faux papiers et se retrouver en prison. Ouais. Donc voilà. Entre les coûts des formalités et les nouvelles obligations de certification des comptes, tel que vous l'avez dit tout à l'heure, la loi ne risque-t-elle pas d'asphyxier les petites associations locales au profit des grandes ONG internationales mieux structurées? Non, on ne demande pas. La loi n'impose pas des. Et cela n'implique pas véritablement que les associations dépensent de ressources. Hein. La mise en conformité qui est demandée ici, lorsque vous avez vos récépissés de création, le dernier récépissé, on ne vous réclame plus de l'argent à payer pour pouvoir faire la mise en conformité. C'est lorsque vous obtenez votre attestation de conformité que vous allez payer pour juste le journal officiel. Et le journal officiel, c'est 40 000 francs qu'il faut payer et passer et être présent au niveau du journal officiel. Donc, on ne demande pas quelque chose de nouveau aux associations en termes de mise en conformité. On n'a pas demandé quelque chose de supplémentaire. Au contraire, on reconnaît déjà votre récépissé que vous avez obtenu. Donc, vous ne payez plus pour ça. Vous ne payez plus pour ça. Donc, on ne demande rien aux associations que de leur demander de se revoir et de mettre en place une bonne gouvernance. Oui. C'est l'aide d'une bonne gouvernance. Et c'est l'ambition de notre pays. Notre pays aujourd'hui, nous avons de grandes ambitions et ne pouvons pas continuer par faire de l'à peu près, faire de la gestion hasardeuse et approximative dans nos organisations, où une seule personne se braque ou bien, comment on appelle, caporalise toute la gestion, ou bien n'organise rien, caporalise les pièces de l'organisation, c'est terminé. Donc, il y a aussi les observations que j'ai faites en ce qui concerne les organisations religieuses et qui aussi se bousculent parce que les organisations religieuses aussi sont considérées comme des associations. Les gens me posent ces questions. Et donc, le responsable de l'organisation religieuse, aussi, il y a une pièce maîtresse qui doit fournir, c'est son attestation de diplôme. C'est son attestation de diplôme en qualité de pasteur ou bien de celui qui conduit
son organisation, le ministère de l'Intérieur saura apprécier, mais il est clairement défini qu'ils doivent fournir leur attestation. Et donc, il est important que toutes ces organisations, s'ils doivent continuer par vivre et servir nos communautés à tous les niveaux, ils doivent faire la mise à jour. Ceux qui n'ont pas eu de récépissé avant 22 juillet 2025 et n'ont pas besoin de faire la mise à jour, ceux qui avaient introduit des demandes au niveau du ministère, mais qui n'ont pas eu de récépissé, qui n'ont pas eu d'autorisation avant le vote de cette loi, ils doivent savoir que c'est une création qu'ils vont faire. Eux ne sont pas considérés comme une association à faire la mise à jour. Parce que la mise à jour, c'est avoir existé légalement. Vous existiez, vous n'aviez pas de papier. Et avoir travaillé. Et avoir travaillé, vous existiez, vous n'avez jamais travaillé, vous n'avez jamais eu de papier. Vous fonctionnez de façon informelle. Donc, ce que vous avez à faire aujourd'hui, c'est une création. Ça n'a rien à voir avec la mise en conformité. Donc, je voudrais aussi faire cette clarification aux différents auditeurs et aux auditeurs téléspectateurs en leur précisant que la mise en conformité concerne ceux qui existaient légalement avant le vote de la loi le 22 juillet 2025. Oh oui. On sait que la publication obligatoire des comptes est aujourd'hui un tournant non négociable désormais. Est-ce que les organisations béninoises ont des ressources humaines pour répondre à cette exigence de redevabilité? Je veux parler des comptables, des auditeurs. Je pense que avant le vote de cette loi, il y avait le référentiel de l'espace WADA qui régissait les organisations à but non lucratif, les ordres professionnels, tout ça, en disant comment ils doivent tenir la comptabilité. Et donc, cette exigence, depuis les états financiers de 2024, on a commencé par exiger aux associations à but non lucratif de produire les états financiers conformément à ce référentiel. Et donc, lorsque vous avez... Ces référentiels ont des implications. Il y a une manière de présenter les comptes. Et donc, avant d'avoir un commissaire au compte, un expert comptable, il y a les conditions. Il y a un seuil de revenu ou bien qu'il faut atteindre. Ouais. Et donc, en réalité, les associations qui existent aujourd'hui, le plus important, ce qu'on leur a demandé, c'est la tenue véritablement de leur comptabilité. C'est la tenue régulière d'une comptabilité. Ils peuvent recruter un comptable, ils peuvent l'externaliser. C'est la traçabilité dans la gestion. C'est la traçabilité dans la gestion qu'on leur demande. Ce n'est pas nécessairement, tant que vous n'avez pas atteint un niveau de revenu donné, on ne vous exige pas d'aller recruter un expert comptable. Mais lorsque vous atteignez un niveau de revenu ou bien vous avez de dons reçus, il est important qu'on documente cela et qu'un expert comptable arrive à produire un état financier conformément au référentiel. Oui. Donc les petites associations, il est important qu'ils tiennent un rapport financier parce que la redevabilité exige à ce que la manière qu'ils utilisent les fonds collectés, que ce soit les cotisations, les dons reçus, même si c'est une association familiale qui est reconnue, même si c'est une association de village qui est reconnue, et que vous prenez des sous chez les gens, il faut tenir en réalité un rapport financier qui doit être publié. D'accord. Et quel est le risque réel pour une association non conforme vis-à-vis de ses partenaires techniques et financiers? C'est-à-dire, est-ce que les banques et les bailleurs de fonds vont commencer par exiger le récépissé de conformité de la loi 2025? Je pense que après le délai de mise en conformité, et tout bailleur, je répète bien, tout bailleur ayant des contrats avec des associations au Bénin doivent s'assurer que ces associations sont entrées dans ce processus de mise en conformité avant de continuer leur financement. Parce que après le délai de conformité, après ce délai de fin avril, la loi dit que l'association disparaît de plein droit. C'est qu'il perd totalement son existence juridique. Il perd son existence. Cela voudrait dire que normalement, ils ne devaient plus avoir accès à leur compte. C'est que si le système, les choses évoluaient normalement, lorsque le délai passe légalement, au lendemain de cela, ils ne devraient plus avoir à leur compte. Et aucun bailleur, aucun partenaire ne devait financer une association s'il ne s'assure pas que cette association est en phase vis-à-vis des lois de la République. Parce que c'est un respect pour le bailleur, pour notre pays, de veiller à ce que l'association qu'il finance
soit à jour vis-à-vis des exigences de la République. Et donc, tous les bailleurs de fonds doivent s'assurer de ça. Et la loi même dit qu'après ce délai, même les accords que vous avez avec le gouvernement, ça tombe automatiquement si vous ne faites pas la mise en conformité. Donc si même les accords avec le gouvernement tombent automatiquement, ce n'est pas pour un bailleur qui va commencer par financer une association. Donc c'est pour ça que je conseille que ces associations-là doivent au moins introduire leurs pièces pour avoir au moins l'attestation de dépôt, pour que au moins le ministère, qui étant le garant qui est chargé de faire cette étude-là, continue dans ces études parce que la loi lui donne 2 mois d'étude de ces dossiers. Passé ce délai, l'organisation est considérée comme à jour. Vous comprenez? Donc, ce qu'on demande à ces associations aujourd'hui, c'est de se mobiliser en leur sein, de réunir les pièces nécessaires, de tenir l'Assemblée générale modificative, d'introduire le nouveau test conformément aux mentions obligatoires, conformément à la loi, de l'introduire. Lorsqu'ils introduisent cela, ils ont l'attestation de au moins cette attestation. Cela voudrait dire qu'il peut continuer par fonctionner en attendant les décisions de l'État. L'État notre État étant souverain, il peut décider, compte tenu du fait que nous sommes en train de traverser une période électorale, il y a certains paramètres, ils n'ont pas vite lancé la plateforme, ils n'ont pas fait telle chose, ils peuvent décider en toute souveraineté de rallonger le délai, de faire telle chose. Tout ça, c'est possible, comme ça peut ne pas être possible. Mais moi, je ne peux pas conseiller à une association de ne pas s'empresser de faire cela dans le délai légal. Parce que l'État peut ne pas prolonger, comme il peut prolonger. Mais nous devons nous mettre dans la tête que le délai que le législateur a fixé, toute association doit respecter ça. Oui. Et les bailleurs doivent veiller, normalement, les bailleurs qui ont intérêt de ces résultats, devraient mettre les moyens à disposition de ces organisations qu'ils financent de faire la mise à jour. Oui. Et face au déficit d'information et de pièces dont vous avez parlé tout à l'heure, de certaines structures rurales, quelles ressources d'urgence, quelles mesures d'urgence préconisez-vous pour qu'aucune structure ne soit laissée en rade après l'échéance d'avril? Je pense que la mesure d'urgence, c'est véritablement, ça concerne la structure en charge des casiers judiciaires. Vous savez, c'est une pièce maîtresse. Et donc, c'est l'urgence que moi, je vois là, c'est de traiter au plus vite. Parce qu'il y a des retours que nous avons demandés. Sur la plateforme, c'est 72 heures. Mais il y a des gens, peut-être, ils ont des erreurs, ils font des erreurs dans la demande. Mais les casiers judiciaires peinent à sortir. Je ne saurais dire si c'est la responsabilité de la structure en charge ou bien des demandeurs. Mais je voudrais dire que l'urgence, véritablement, est que ces pièces-là demandées, qui sont des pièces que l'État délivre pour faire la mise en conformité, que ces pièces-là, que les services qui sont en charge de ces pièces, véritablement le fassent dans le délai qu'eux-mêmes ont fixé sur la plateforme, c'est-à-dire les 72 heures, qui respectent ce délai et pour que les citoyens aient accès à ça. Et même si vous êtes une organisation au village, l'État a déjà fait un pas énorme en demandant ce que vous pouvez faire, la demande de votre casier judiciaire en ligne. Oui. Donc ça veut dire que quel que soit le village, tous les villages au Bénin sont déjà couverts en termes d'Internet. Donc on peut faire la demande, on peut se rapprocher d'autres personnes pour faire la demande de casier judiciaire et l'obtenir de là où on est. Donc pour moi, l'urgence, c'est ces pièces maîtresses. L'autre urgence, c'est que les organisations ne traitent pas les pas. Et la doléance, c'est compte tenu des implications, des contraintes et de cette période où la loi a été prise, qui est une période aussi électorale. Et je voudrais véritablement inviter, que ce soit les dirigeants sortants ou bien les dirigeants sortants ou bien ceux qui sont appelés à prendre les rênes, de trouver des voies et moyens pour allonger ce délai pour les concitoyens, pour se mettre à jour. Ouais. Voilà ce que je peux faire comme doléance. Ouais. Un mot très rapidement à l'endroit des structures qui peinent encore à se mettre à jour, très rapidement. Non, ce que j'ai à dire aux structures, c'est de ne pas chercher à bricoler. Je le répète, c'est de ne pas chercher à bricoler, c'est de faire assister dans la sérénité pour maintenir les acquis de leur structure et de savoir qu'après la mise à jour, il y a des implications directes et qu'ils doivent se faire former, se professionnaliser l'organisation et se mettre résolument au service de notre République pour que ensemble
nous allions plus loin, nous construisions un Bénin de splendeur où tout le monde entier va demander quel est le miracle. Ce n'est juste que la bonne gestion, la bonne gouvernance, un leadership qui impacte les communautés à la base. Je vous remercie. Merci à vous, Alexandre Alavokpeo. Je rappelle que vous êtes expert en management et leadership. Vous l'avez compris, l'échéance d'avril 2026 est au bout du rouleau et les structures ont le devoir de se conformer normalement par rapport aux nouvelles dispositions prises en compte par le secteur associatif en République du Bénin. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Ouais. Mesdames et messieurs, nous allons à présent suivre le point de l'actualité à travers la revue de presse hebdomadaire de Assomokayan Siombo. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue sur la revue de presse hebdomadaire. Pour la présidentielle prochaine, le candidat de la majorité au pouvoir a présenté son projet de société. Le Challenge pointait lundi alors que dans son intervention, Romuald Wadagni a mis en avant 4 priorités majeures. Améliorer les conditions de vie des populations, bâtir une économie plus solide et diversifier, renforcer la sécurité et la cohésion nationale et faire du numérique un moteur de transformation, une approche globale qui, selon lui, doit permettre au Bénin de franchir un nouveau cap. Pour la presse du jour, alors, selon lui, il faudra lutter contre l'extrême pauvreté. Pour y parvenir, Romuald Wadagni propose de diviser le territoire national en 6 pôles de développement axé sur l'agriculture, l'industrie, l'innovation et le tourisme, avec un suivi régulier à chaque conseil des ministres. Une manière sans doute pour le candidat de la majorité présidentielle de donner à chaque région des chances de prendre son développement en main et de rompre la politique de serrer la ceinture. Et puis, Fraternité s'est intéressée à ceux qui ont été séduits par le projet d'action du candidat de la majorité présidentielle dont Éric Rouleté faisait observer que quoi qu'il en soit, la signature du pacte républicain par Éric Rouleté ouvre une nouvelle séquence dans le paysage politique béninois. Elle pose en filigrane la question du rôle des alliances dans la consolidation de la démocratie et la poursuite des réformes engagées. À l'heure où le pays s'apprête à vivre de nouvelles échéances électorales, cet engagement pourrait bien redessiner les équilibres politiques et influencer les dynamiques en cours. Pour ses promoteurs, il s'agit avant tout d'un appel à l'unité et à la responsabilité collective dans l'intérêt supérieur du Bénin. Au vu des soutiens tous azimuts dont bénéficie le candidat, la presse du jour soulignait que le choix de Romuald Wadagni comme candidat à la présidentielle d'avril 2026 échappe à ses soutiens de premières heures. Il est devenu celui du peuple béninois. Sa candidature bénéficie des soutiens insoupçonnés. Même celui par qui tout est parti, le président Patrice Talon, ne pouvait imaginer que son choix serait tant adoubé, car aujourd'hui, Romuald Wadagni est devenu le phénomène d'un peuple, d'une nation. Il est devenu l'espoir des générations, celle du passé et d'aujourd'hui et de demain. Ses soutiens viennent de toutes les générations. Le rang ne cesse de s'allonger. Et plus encore, écrivait Fraternité, à 3 semaines de la présidentielle du 12 avril, la scène politique béninoise connaît un rebondissement de taille. Tchabi Yayi, fils de l'ancien chef de l'État Thomas Boni Yayi, a annoncé son soutien à Romuald Wadagni, candidat désigné par Patrice Talon. Une décision inattendue révélée le 24 mars à Jeune Afrique, qui intervient dans un contexte de forte turbulence au sein de l'opposition. Ce ralliement marque une rupture nette avec le parti Les Démocrates que Tchabi Yayi a quitté le 4 mars, jusqu'alors secrétaire aux relations extérieures du parti. Il tourne ainsi le dos à une formation en pleine crise interne. Et dans la suite, cette interrogation de la nation alors,
Romuald Wadani, candidat de consensus, la question est aujourd'hui anecdotique car elle relève de l'évidence même dès lors qu'on apprend que le candidat Romuald Wadani a reçu la bénédiction de Boniaï dont il est le fiston. Si l'on ajoute à ce chapelet de soutien venu de différents horizons la vague des mouvements de jeunes et de regroupements d'un nombre incalculable, autant dire, et c'est un euphémisme, que Romuald Wadani a le vent en poupe pour faire un score écrasant. Un score que lui promet l'arrondissement de Oumako dans la commune de Koumé, comme le rapportait Gaskiani Info en écrivant que dans la commune de Koumé, l'arrondissement de Oumako a vibré au rythme d'un grand rassemblement. Sous le parrainage de Léon Basile Komla Hossi, les fils et filles de cette terre ont répondu présents pour dévoiler leur soutien sans faille au duo candidat Wada Talata. La cérémonie a pris des allures de fête civique, mais derrière l'allégresse se lisait une détermination profonde, celle d'un peuple qui a fait son choix et entend le faire savoir. Le 12 avril 2026, leur message est sans équivoque. La mobilisation est en marche et elle portera Romuald Wadani vers une victoire construite sur la confiance et le travail de terrain. L'informateur de Ranchéry, que Oumako déclare son soutien à Wadani. De son côté, Fraternité rapportait le candidat de l'opposition Paul Hongpé qui s'engage dans une rupture avec le passé. Le candidat de la FCBE prône la réconciliation, mais également un modèle de développement autour de l'humain et la participation de tout le monde. Le challenger de Romuald Wadani critique les approches traditionnelles de gestion de ces dernières années. Selon lui, les politiques basées sur des plans à moyen terme et les programmes d'ajustement structurel ont montré leurs limites. S'ils ont permis par moments de restaurer certains équilibres macroéconomiques, ces modèles n'ont pas su prévenir les crises ni impulser un développement humain durable. Et puis, c'est parti pour 2 semaines de campagne lancée par la Commission électorale nationale autonome et à en croire la nation. La Sénat a procédé au lancement officiel de la campagne électorale pour la présidentielle, conformément aux dispositions du Code électoral. Cette phase cruciale du processus démocratique qui démarre s'étendra jusqu'au vendredi 10 avril à minuit, ouvrant ainsi toutes nos excuses pour la revue de presse qui n'est pas allée à son terme, visiblement des problèmes techniques, mais nous allons y remédier dans nos prochaines éditions. Retour en plateau avec l'invité média, Koshimbo Hungwadi. Bonjour. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs et internautes qui nous suivent. Nous sommes contents de vous recevoir. Je sais que vous êtes beaucoup à l'affût de l'actualité. Les campagnes électorales ont démarré sur l'ensemble du territoire national. Dites-moi, déjà à votre niveau, est-ce que vous sentez l'effervescence sur le terrain? Honnêtement, non. Je pense que pour le moment, il n'y a pas encore grand-chose et on essaie de suivre un peu. C'est vrai que c'est allé quand même très fort du côté du candidat de la mouvance qui, depuis quelques heures, depuis le démarrage de la campagne, a décidé donc de commencer par le sommet. Ouais. Justement, le duo Wada Talata a choisi la partie septentrionale pour lancer sa campagne. Est-ce que vous y voyez une stratégie politique comme beaucoup le pensent? Oui, je pense que c'est une stratégie politique qui va d'ailleurs payer, je le pense. Parce Pourquoi? que, vous voyez un peu, quand vous prenez le candidat, déjà pour la présentation officielle donc du candidat, ça a été organisé à Parakou. Donc je pense que, et puis quand on prend également les dernières élections et quand on regarde un peu les chiffres, que les 2 principaux partis de la mouvance qui soutiennent, qui ont désigné donc Romuald Wadani, quand on regarde un peu les chiffres, on voit que la force est beaucoup plus du côté sud. Et puis après le nord, il faut quand même trouver une stratégie pour essayer de rallier
le nord ou la partie septentrionale à la cause. Donc commencer par l'euro, je pense que c'est beaucoup plus stratégique. Ça permet donc de toucher très rapidement donc, des zones assez reculées. Et je pense que le candidat, il a bien débuté. Ouais. Et puis pour les premières images, pour les premiers messages qu'on a suivis, je pense que il s'en sort bien et puis on a l'impression qu'il était déjà habitué à la chose. Ouais. Quand dit Banekouara, Parakou, puis Niki, qu'est-ce que ces villes ont de commun pour attirer le début de la campagne de Dio Wadani? Alors je pense que dans une mesure donnée, lorsque vous regardez un peu autour du candidat et les têtes de pont, les personnalités donc, stratégiques qui se retrouvent donc, dans l'environnement immédiat pour dire clairement la direction de campagne par exemple, voyez, et puis les gens ont besoin de convaincre les militants à la base, de leur expliquer. Vous auriez peut-être voulu que ce soit un des vôtres, mais je pense que c'est beaucoup plus une stratégie qui permet donc de rallier tout le monde, de ne pas faire une différence, c'est un candidat de telle partie du pays, c'est un candidat de telle partie du pays. D'accord. Alors, ça que le duo Runkber-Nwano aussi promet des surprises pour l'élection du 12 avril prochain. Selon vous, est-ce que c'est une sorte d'auto-stimulation ou plutôt l'annonce d'une stratégie qui fera véritablement mouche? Je pense que quand on va à la guerre, on ne se déclare pas perdant à l'avance. Si on sait qu'on doit être perdant à l'avance, il vaut mieux ne pas participer. Ouais. Donc je pense que c'est un discours de tout compétiteur. On va à une compétition pour gagner. Donc on espère gagner, on se donne du courage, on donne du courage à ses soutiens. Mais dans les faits, je pense que ça va relever d'un miracle. Ouais. On sait que le taux de participation aux dernières élections est très faible. Pensez-vous que les politiques réussiront l'exploit cette fois-ci en faisant sortir massivement les populations le jour du scrutin? Alors pour moi, c'est le véritable enjeu donc, de cette élection présidentielle. Le véritable enjeu, c'est de pouvoir monter un peu plus haut le taux de participation. C'est vrai, le vote, ça reste un choix, mais je pense que c'est... Et dans nos tests, je pense que ce n'est pas forcément un élément assez déterminant, mais je pense que pour la crédibilité donc, de l'élection, pour la crédibilité donc, du prochain président qui sera élu, on a besoin quand même de sentir cette ferveur dans les urnes. Et j'espère vivement que le taux de participation va atteindre quand même, pas forcément un niveau record, mais voilà, on doit pouvoir sentir que les Béninois ont compris qu'il faut revenir donc, à ce qui est d'essentiel chez nous dans le processus démocratique, qui est de participer donc, aux élections. Quels doivent être, selon vous, les messages forts de cette campagne, les termes de campagne? Alors déjà, il faut éviter donc de baser une campagne présidentielle sur des promesses, sur des sujets à polémique, sur des sujets sensibles. Je peux nommer par exemple, lorsque vous êtes candidat et que vous allez promettre aux gens de faire revenir les exilés politiques, de libérer les exilés politiques, de reverser les AME, je pense qu'il s'agit de sujets très sensibles et très délicat. Mais c'est peut-être réalisable si éventuellement le candidat ou le duo de candidat veut être élu. Oui, mais je pense qu'il faut rester très prudent sur ces sujets-là. Et il faut plutôt, on a besoin de messages assez concrets, basés sur ce que les uns et les autres proposent, au vu donc de ce qui a été déjà fait. Parce que la difficulté, notamment du candidat de l'opposition, il faut dire clairement les choses, c'est qu'il est en face d'un candidat qui vient de finir 10 ans, dont le régime a des acquis. Vous voyez, donc ça devient un peu plus compliqué. Donc je pense qu'il faut faire des propositions, il faut diagnostiquer, il faut critiquer de façon objective ce qui a été déjà fait et maintenant proposer les solutions alternatives. Donc il faut sortir des promesses
les promesses de campagne et aller vraiment à l'essentiel. Ouais, mais ça peut être complexe, mais pas impossible. Parce que nous avons compris pour la petite histoire qu'en politique, il n'y a jamais, jamais. C'est vrai qu'il n'y a jamais, jamais, mais je pense qu'on a besoin du concret. Il faut aussi le dire, hein, de plus en plus, on a affaire à une population électorale qui comprend de mieux en mieux les choses. Je pense qu'on est désormais un peu loin donc, de cette période où il suffit de faire des promesses mielleuses pour convaincre les électeurs. Ouais. Et comme nous l'avons dit il y a quelques minutes, il n'y a de jamais, jamais en politique. Et ce qui nous fait passer au second sujet, nous avons remarqué que les démocrates sont face à leur propre démon. Guy Mitokber Ali, la cause de la mouvance, et soutient Romuald Wadani. Pareil pour Chabi Yahi, le fils de l'ancien président du principal parti de l'opposition, je vais nommer le parti Les Démocrates, Éric Rondeté, qui enfourche la même trompette. Que se passe-t-il réellement au sein de ce parti de l'opposition? Alors, je pense que le parti Les Démocrates, on l'avait déjà dit, c'est une descente aux enfers qui a commencé depuis le récalement donc, de leur candidat à la présidentielle, faute donc de parrainage. Donc, depuis ce temps, on a bien compris que ce n'est pas évident pour le parti, parce que le défi, c'est de pouvoir traverser les 7 prochaines années sans député, sans maire, sans le pouvoir d'État. Donc, ça devient plus compliqué. Et les uns et les autres, lorsqu'ils se retranchent... Il y a aussi la trêve politique qui est bien sûr. Donc, quand les gens se retranchent, ils se posent des questions. 7 ans sans toucher à la chose politique, 7 ans sans être au pouvoir, opposition pendant 7 ans. Je pense que personnellement, ce sont des questions que les gens se posent. Et il y a un noyau, c'est vrai qu'il y a un noyau qui est encore là, mais pour l'instant, il faut préciser pour l'instant. Il y a un noyau qui est encore là pour l'instant, on ne sait jamais, peut-être qu'avant la fin de la campagne, d'autres partiront encore. Mais ceux qui sont partis, je pense que c'est eux, ils voulaient partir il y a longtemps. Il faut le dire clairement, je pense que c'est un plan qui était en cours depuis et ils ont peut-être attendu pour voir si les choses iront dans leur sens. Et finalement, je pense que le dernier conseil national extraordinaire a clarifié les choses et les uns et les autres ont pris le chemin. Oui, quand vous dites que apparemment c'est un plan et que certains avaient déjà prévu partir depuis très longtemps, est-ce que vous attendiez par exemple à ce que Chabi Yahi, le fils du président Boni Yahi, qui fut le président de ce parti, aille vers le camp de la mouvance présidentielle et soutenir le duo Wadani Talata? Alors, je pense que pour les dernières défections qu'on a eues, je crois que c'est la plus grosse surprise, clairement. Donc ça, personnellement, je ne m'y attendais pas. Et on attend, moi j'attends, c'est vrai qu'il a énoncé quelques raisons qui peuvent justifier ça, oui. Mais j'espère qu'on aura droit à une sortie officielle de sa part pour mieux comprendre ses motivations. Oui. La question que je vais poser est assez claire. Est-ce la mort planifiée du Parti des Démocrates? Même si on ne veut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Alors, comme je viens de le dire, il y a un noyau qui est encore là. Et je pense qu'on ne peut pas déjà prédire la mort certaine donc, du Parti les Démocrates. J'espère qu'ils vont se réorganiser. Mais tout ça, il faut attendre la fin de l'élection parce que, comme je l'ai dit, il y a des gens qui peuvent encore partir avant l'élection, après l'élection. Il y a beaucoup de choses qui peuvent encore se passer. Oui, c'est vrai qu'on a connu déjà la FCBE qui se réclame de l'opposition et qui souffre d'une certaine légitimité au sein des membres de l'opposition. Et maintenant, le Parti Les Démocrates qui se retrouve en lambeaux. Quel avenir politique est pour l'opposition au Bénin pour les 7 prochaines années? Alors, je pense que c'est bien malin qui peut répondre à cette question. Déjà, la FCBE n'était pas véritablement considérée, en tout cas, même d'autres partis de l'opposition ne considéraient pas donc, la FCBE comme parti de l'opposition. Et voilà, la FCBE aussi qui se retrouve en accord, en alliance avec des partis. C'était la seule opportunité peut-être pour pouvoir participer aux élections. Vous savez, en politique, comme on l'a dit, il n'y a pas de jamais. Oui, mais ça reste quand même un mariage contre nature. Donc tout ça conforte justement donc, la thèse de ceux qui pensent que la FCBE n'est pas véritablement donc, de l'opposition. Donc nous allons
vers un contexte où l'opposition va peut-être résister de non. Sauf si les démocrates se réveillent sérieusement et qu'ils se réorganisent sérieusement. Ouais. Merci à vous, Koshimo Rungwadi, d'être passé. Bon dimanche à vous. Merci. Bon dimanche. Mesdames et messieurs, nous allons observer une pause publicité avant d'entamer la dernière ligne droite de cette émission. On se retrouve dans un instant. On connaît tous ce sentiment. Quand tu as tout donné et que rien ne vient. Quand les obstacles s'enchaînent et que tu veux lâcher. Mais parfois, c'est dans ces moments-là que tout commence. Parce que croire, c'est déjà jouer. Et jouer, c'est vivre. Nous sommes une marque proche de vous, fiable, engagée. Johannesburg, on parie sur vous. Avec Canal+, c'est royal. Quel programme souhaite voir Sa Majesté aujourd'hui? Les rois de l'Europe? Exceptionnel! Ou les reines du foot africain? Le Nigeria remporte cette CAN. Les nouvelles saisons de The Penthouse? C'est ma vie tout entière. Les coups de la vie? Tu es beau comme un petit prince. Nouvelle reine ou les reines du shopping? Je porte une robe de reine. Waouh! Les joyaux de la couronne n'attendent que vous. Pour vous honorer, nous vous offrons 15 jours à toutes les chaînes si vous vous réabonnez à votre dernière formule. En plus, le royaume s'ouvre à tous grâce au décodeur HD à 1000 francs dès la formule évasion. L'installation est offerte. On connaît tous ce sentiment. Quand tu as tout donné et que rien ne vient. Quand les obstacles s'enchaînent et que tu veux lâcher. Mais parfois, c'est dans ces moments-là que tout commence. Parce que croire, c'est déjà jouer. Et jouer, c'est vivre. Nous sommes une marque proche de vous, fiable, engagée. Johannesburg, on parie sur vous. Celui que nous recevons aujourd'hui est un jeune artiste béninois. Il n'est pas encore très connu de la scène publique, mais il fait son bonhomme de chemin. Il a déjà à son actif plusieurs chansons. Il surfe entre le rap et le groove en misant sur les nouvelles tendances. Bien que béninois, il surfe beaucoup sur les atouts naturels de son autre pays, le Nigeria, où son séjour aura marqué sa décision de se lancer officiellement dans la musique. Et nous allons ensemble découvrir ce jeune pétri de talent à travers l'un de ses clips. 2AH Noné, on l'appelle. Oh non, 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 non. Elle est Dani Fonsamrome. On y a dit ma soum. Fonsamrome. Elle est Dani ma soum. Fonsamrome. Ma soum, ma soum. Fonsamrome. On y a dit ma soum. Fonsamrome. Elle est Dani ma soum. Fonsamrome. Ma soum, ma soum. Fonsamrome. Fonsamrome. Oh yeah, me no money, money yeah, me no money, oh yeah, me no money, money yeah, me no money. Blagata masundo, agamende kuku e mina, kuku agamende yonge mi mina se, uyolo agamende zija kole mina dige, nzeza kole dida milo, oya di masum, ele da mi masum, masum, oya di masum, ele da mi masum, masum,
Jamaica bless me like yo, na and me mom bless me like yo, na. Jamaica bless me like yo. Voilà l'artiste de la semaine, vous l'avez déjà découvert à travers ce clip, on l'appelle 2H Noni, il est déjà sur le plateau. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Dites-moi, pourquoi le nom 2H Noni? Ok, merci beaucoup. Le nom 2H Noni est formé par mon nom de famille, mon prénom et mon nom avec ce nom. D'accord. 2A, c'est-à-dire il y a des A. Antoine Amou, H Nga. C'est ces trois noms j'ai formé 2H Noni. Voilà. Noni là, c'est lui-même. Noni c'est en anglais. Noni lui-même. Noni. 2H Noni. Antoine Amou Nga Noni. C'est ça. Comment as-tu alors réussi à produire tes premières chansons? Comment es-tu venu à la musique? Oui, les fans. Bon, juste, je peux vous parler ça en fond pour bien expliquer les choses. Allons-y, allons-y. D'accord. Nous parlons toutes les langues ici. D'accord. Yo, mbéhan, nous, nous hamile. Des problèmes que tu as vécu? Oui, problème tchele, ewe nami finik. Bon, ewa usu azizanu miwa kwa. Anu kontonde de ton ewe ndokunu mau. Parce que ndele passé ami, yede sun tetun do na ado fi bonado ho do hami de gbea. Bon, ma kablu kakabo. E gwalon mi bo, ngado fi gbe. De gwalon mi gbon ewe wado na dokuni mau bragadama sondo ewe informé anti ndokunu mao kakabo tuni krypton ewe anti no konton do ene guto aziza jan wanu mi yo eno wanu mi gbon ndi dan de gbo mi abi nde joka mi azachi no wa direct alukpo gbon fine no esidio brombo fide no ji anti le gbon anti le no na me conseil okpon de gbetona no le gbe me bonado hede yo ndeji no ji anti le gbon. Merci beaucoup. Comme pour ceux qui ne l'ont pas compris, c'est assez émouvant ce qu'il vient de dire, c'est qu'il est parti des problèmes vécus, des problèmes qu'il a vécus tout au long de son existence. Et ce sont ces problèmes-là justement qui sont sa source de motivation et cela lui permet souvent de chanter en rendant grâce à Dieu. C'est d'une façon ramassée. Ces propos, dites-nous, 2AH Noni, comment as-tu réussi à produire tes premières chansons malgré les faibles moyens que tu as? Tu n'as pas beaucoup de moyens, mais tu as réussi à faire des clips. Oui. Dès non, bon, oui c'est vrai. On doit moyen guéguéa. On doit moyen guéguéa. Mais on doit zon. Azon tio quoi faire. Non blo rasta d'aller rotan mille. Mais simple bon un dadi bodo chek bele enele mblo no mokwe de me abi wazo chilo no chankwe chekli pele bodo no studio na bon kodo mere timbo mi okodo susute mi ayo alogon mi ende suwa no debli bono mblo nchele pele. Vous l'avez compris, il est coiffeur de formation, c'est bien cela je crois. Oui. Il est coiffeur de formation et il arrive quand même à travailler pour pouvoir trouver de maigres sous, pour pouvoir se lancer dans la musique. C'est ainsi qu'il a produit ses premiers sons. Et j'aimerais bien te demander, 2AH Noni, quels sont les artistes sur la scène nationale qui t'inspirent, des artistes qui te plaisent et tu voudrais leur ressembler? Oui, artistes de Ronjiro Miller. Pele do bénéfice, pele kale do aoni. Parce que mede nzan oni pele. Des artistes au Bénin et au Nigeria. Oui, nzan oni pele. Bolé nzan Bénin beri torio bo nywana tochiwe. Parce que de mbero do mondo nanko a Bénin bo ase tochesu.
parce que on y wembe en tchitchilé de wado nous ko ipele wa wado a tochi mena ko a Bénin bona soutenir tochi bonna geton anglais yoruba bo fongu yopo bede no san ro chimele. Oui. Les artistes alors? Oui, artistes de Yuana do Bénin leo. Nous comptons Nicanor, oui. Nicanor. Après Nicanor, Vano Baby. Oui. Et au Nigeria? Au Bénin. Au Nigeria, les artistes que j'aime, il y a Ayomaf. Ayomaf, c'est un petit artiste. J'aime Ayomaf et Chodé. Dites-moi, depuis que tu as commencé la musique, quelles sont les difficultés que tu rencontres souvent? Oui. À peu près combien d'années déjà? Au moins, on a bloqué 15 ans. On a bloqué 15 ans. On a bloqué 15 ans depuis 2000 et 2000. Mais quand même, on a bloqué 15 ans. D'accord. Au bloqué 15 ans. Et quelles sont les difficultés que tu as déjà rencontrées depuis que tu as démarré? Oui, si vous avez un peu de nous faire un peu de temps, nous tournons. Azawe no wanumi. On kale nyonji. Mais quand nyonji nous konyo et nous faire pele. Nous konyo wendero, ouvermido, musique homme. Bonu iseni dio okono mele, you know apprécie do bene no yuana. Mais bonamo sponsor me no kwalo me na blo no ni le mi do mémoire. Bon ene sun kado kwe bonano zende tende me bandia ndi ouvermi do musique mele. La principale difficulté, c'est l'accompagnement de l'artiste. Comme vous le savez, sur Canal 3 Bénin, sur le grand format, nous accompagnons aussi bien autant les artistes confirmés que les artistes qui ont besoin de visibilité pour se faire connaître davantage sur la scène internationale et internationale. L'objectif, c'est de faire en sorte que du beau soit produit. Nous allons rapidement suivre un autre clip de Zah None. Elle est Dani Fonsamble, on y a dit ma soum, elle est Dami ma soum, ma soum, on y a dit ma soum, elle est Dami ma soum, ma soum, Fonciamblomé, cela veut dire enfant, réveille-toi, je crois bien. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui a motivé cette chanson-là? Pourquoi Fonciamblomé? Fonciamblomé, c'est un fond. La Oya dimension, c'est-à-dire, il y a une idée, ma joie do, madame, pour Mélanie wa joie do, Fonciamblomé. Dimension, madame, pour joie do, pour Mélanie wa do. Reste en éveil. Oui. Fonciamblomé, pour une idée. Merci beaucoup. Elle est dimension, c'est-à-dire, c'est qui on est malais. Damno, c'est des dames, on est malais, damno, c'est qui n'y n'ont pas, qui ne sont pas forts de me, bonando y nous con.
Ouais. C'est ça. Ça me rappelle bien un autre artiste béninois qui a dit « Allume ton cerveau ». Bien à toi, cher artiste. Dis-moi, quels sont tes projets en tant que jeune artiste? C'est vrai que tu as dit que tu n'as pas les moyens, mais que tu fais souvent tes chansons, tu es souvent inspiré par le vécu quotidien, les problèmes que tu traverses, mais quels sont tes projets pour l'avenir? Les projets pour l'avenir. Oui. Projet de Mba. Bon, nous sommes dotés. Il doit y alors projet de Banio. À son de plan, ni Djidjain, société onicien, à 8 ans, Mba récolte bé. Il y a des sumbanado, sidioté. Il y a des sumbanado sidioté pour avoir son été. Bon, société qui a oué à son c'est bon pour moi. Merci à toi, 2AH Noné, pour nous avoir accordé ce petit temps afin de mieux te faire connaître au public béninois. Certainement que tu as encore des surprises dans les prochains mois ou peut-être dans les prochaines années pour le public béninois. Merci d'être passé sur ce plateau. Eh bien, chers amis téléspectateurs, c'est aussi... Kabana raison élection point pour café dans chafio ele we do mi boson point pour café mbaro donc on pourra pas le faire, merci quand même. Il t'a soutenu, nous avons compris qu'il t'a vraiment soutenu. Eh bien, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Merci de m'avoir reçu chez vous. Le grand format de ce dimanche 29 mars 2026 est terminé. On se retrouve très prochainement. Portez-vous bien. C'est bientôt Pâques et la radio Fraternité